On peut dire, Emmanuel Leroy-Ladurie, que la stratégie que vous avez adoptée, c'était celle de faire jouer le pouvoir intellectuel contre le pouvoir politique dans cette affaire? La stratégie, oui, si vous voulez, c'était faire jouer le pouvoir intellectuel contre le pouvoir politique de l'époque et éventuellement, je ne dis pas entièrement échoué, le pouvoir politique du jour, euh, le pouvoir politique de demain, à l'époque c'était l'opposition de l'époque, l'opposition dite de droite, contre le pouvoir politique d'aujourd'hui. Et là, je crois que c'est quand même une grande réussite qui dépasse, mais je vous ai dit encore que je vais trop vite, qui dépasse le cadre de ma propre personne. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien en France, c'est la continuité. Et donc la droite a repris le programme de la gauche, mais en l'améliorant. J'ai voulu avant tout défendre l'ABN. Et l'ABN modernisée, bien sûr, car je ne tenais pas du tout, je ne suis pas un conservateur, et au sens politique, dans cette affaire-là en tout cas. Et on me l'a reproché. Vous avez défendu les intérêts du corps dont vous étiez le porte-parole. Oui, et puis les intérêts de l'avenir, car je suis un modernisateur, je souhaitais l'informatisation de l'ABN, et à peine suis-je arrivé qu'il y a eu des écrans informatiques pour les lecteurs, alors qu'il n'y en avait pas encore à la British Library. Quand même, vous avez eu beaucoup de plaisir dans cette époque, parce que vous dites que Émile Biasini, peut-être Dominique Perrault sont des courtisans. Vous prenez beaucoup plus de plaisir à être intrigant que courtisan. Non, pas être intriguant, être opposant constructif, ce qui n'est pas du tout pareil. Et effectivement, dans un monde de cours, l'intrigue est inévitable. Je suis un lecteur de Saint-Simon. Alors, qu'est-ce qui se rapproche de Saint-Simon dans ce que vous avez vécu pendant ces années? Vous savez, ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai dirigé la maison avec grand plaisir, car c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ça a peut-être été, du point de vue professionnel, les 6 années les plus heureuses de mon existence. Parce que j'ai eu un contact très proche avec les lecteurs, avec les conservateurs, avec les employés, etc. C'est ça aussi, c'est le quotidien qu'il faut. J'étais comme un patron de supermarché japonais. C'est moi qui ouvrais la porte aux clients le matin à 9 h. J'étais toujours là. Et je passais dans la salle de lecture 2 fois par jour, 3 fois par jour, au point qu'on me dit vous auriez dû avoir une blouse grise. Emmanuel Leroy-Ladurie, quadrilatère Richelieu, Jacques Lang, avait un projet. Parce que Jacques Lang n'avait pas beaucoup de poids sur la Bibliothèque de France de Tolbiac. Il fallait bien qu'il ait une consolation, Carré Richelieu. Et il voulait y réaliser un institut d'art large, pluridisciplinaire, avec plusieurs vocations mêlées. Alors un jour vous avez dit c'est une hypothèse exaltante. Alors quand vous dites c'est une hypothèse exaltante, on sait que ça signifie qu'il faut freiner. Non. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, Jacques Lang a eu d'abord plus de poids que vous ne croyez sur Tolbiac. Il ne faut pas non plus se raconter l'histoire. C'est pas un homme qu'on peut, lui aussi, alors non seulement ne le chasse pas par la porte, mais il rentrerait par la porte cochère. Mais là encore une fois, je suis un homme de boutique, je suis un homme de Richelieu-Tolbiac, de la BNF. Par conséquent, si l'Institut d'art vient, écoutez très bien, simplement il ne faut pas que la présence de l'Institut d'art gêne le fonctionnement de l'antenne BNF qui reste à Richelieu. Voilà mon point de vue. Parce que pour moi, c'est ça qui compte avant tout. Je m'identifie avant tout aux collections de Richelieu. Et aussi, est-ce que c'est parce que ma sœur était chartiste? Est-ce que c'est parce que je connais bien les chartistes, que j'ai une très grande confiance en eux? Je m'identifie tout à fait à l'implantation de l'école des chartes. Pour le reste, c'est une affaire Laclotte et même Rosenberg, maintenant qu'il est à l'Académie française. Oui, donc vous regardez avec un peu de détachement et sans trop d'inquiétude de s'accumuler les rapports sur le sujet. De toute façon, il faudra bien. Il y a un vide qui va se créer. Ce vide, avec le départ vers Tolbiac, ce vide sera rempli en partie par la Bibliothèque nationale de France elle-même, qui mettra plus en large ses collections. Et inévitablement, il y aura d'autres gens qui viendront. Et tant qu'à faire, je préfère que ce ne soit pas la sécurité sociale, surtout maintenant. Donc, que ce soit l'école des chartes, c'est très bien. Et pourquoi pas un institut d'art? Vous savez, c'est comme dans Proust. Et pourquoi pas M. Giolitti? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand même du coût de fonctionnement annuel de la Là, Bibliothèque nationale de France? nous arrivons à un tout autre problème. Si vous voulez, moi je donne techniquement 95% de chances de réussite à Tolbiac. Il faut quand même se garder 5% de chances d'échec. Bon, vous voyez, ça veut dire que je pense que ça va réussir. Maintenant, financièrement, je vous dis ça au hasard parce que je ne suis plus maintenant tout à fait dans le coup. J'imagine qu'il faut quand même 1,3 milliard par an. Je vous dis ça au hasard. L'ABN, c'était 400 millions par an. C'était pas assez, c'était ridicule. La France n'avait pas à se plaindre
d'un établissement qui marchait pas si mal pour 400 millions par an, alors que la British Library, c'était 800 millions de francs, et la librairie du Congrès, c'était 2 milliards. Il faudra trouver 1,3 milliard par an. On peut les trouver. On trouve bien d'un coup 60 milliards pour la SNCF, je sais pas. Mais enfin, actuellement, je considère que la majorité fait son devoir, l'actuelle majorité, avec dans cet esprit de continuité française, qu'il s'agisse de M. de Steblazy, de M. Juppé, de M. Chirac. Mais évidemment, on ne peut pas répondre que dans 10 ans, il n'y aura pas des problèmes. Mais ça, ni vous ni moi ne contrôlons l'avenir. Mais je suis raisonnablement optimiste.